Lundi 5 janvier 2026. Merci de votre fidélité à la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, 1h de plus à Rabat au Maroc. Le journal Famourou Djourté. Au sommaire, après 2 années de formation à l'Institut Mohamed VI de Rabat, une centaine d'imams maliens s'engagent pour la promotion d'un islam de paix et de tolérance. À Markala, 874 recrues du contingent 2023, deuxième vague, présentées au drapeau à l'issue de 6 mois de formation commune de base sous la présence du commandant de la zone de défense numéro 2. Le haré, le kolo et le tambour sont des instruments de musique qui perpétuent les traditions séculaires et continuent de rythmer la vie sociale et culturelle des communautés à Tombouctou et Goundam, malgré la modernisation. Le grand format de ce lundi s'intéresse à ces instruments de musique. Dans l'actualité internationale en Guinée, la Cour suprême a validé dimanche la victoire écrasante de Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle avec 86,72% des voix. Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse comparaîtront ce lundi devant un tribunal fédéral américain pour des accusations de trafic de stupéfiants 2 jours après leur enlèvement par les forces américaines. En sport, les 8e de finale de la CAN 2025 se poursuivent. Le programme prévoit 2 matchs ce lundi. Éliminé par le Mali en 8e de finale, justement, la Tunisie s'est séparée de son sélectionneur Sami Trabelsi. C'est tout pour le sommaire. Bonjour et bienvenue dans la 2e édition de Mali Actualité. Après 2 années de formation au Maroc, une centaine d'imams maliens, dont 5 femmes, bouclent leur parcours à l'Institut Mohamed VI de Rabat. Formés au rite malikite et à la prévention de l'extrémisme violent, ces leaders religieux s'engagent à promouvoir un islam authentique, tolérant et porteur de paix. Boukari Koulibaly a assisté à la cérémonie de remise de diplôme. Suivant son compte-rendu. Ils ont consacré 2 ans de leur vie à l'apprentissage et à l'approfondissement des enseignements de l'islam. Ce sont les imams de la 7e promotion formés à l'Institut Mohamed VI de Rabat au Royaume du Maroc. Au total, une centaine de bénéficiaires, dont 5 femmes, ont été formés à l'histoire, aux valeurs et aux pratiques de l'islam selon les rites malikites, promoteurs d'un islam authentique, équilibré et tolérant. Driss Isbayen, ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali. Il s'agit bien sûr de former des imams maliens pour que le pays puisse retrouver la paix, la sécurité et la stabilité. Former ces imams à un islam modéré, tolérant, qui respecte les autres. Mohamed Larabi Kokaina, porte-parole des imams de la 7e promotion. Durant ces 2 années de formation, nous avons appris les rôles et les responsabilités de l'imam, aussi bien dans sa mosquée que dans la société de façon générale. La déontologie de la fonction, la pédagogie qu'elle exige et la sagesse nécessaire pour la transmettre les messages de l'islam. Outillés dans la prévention de l'extrémisme violent et du terrorisme, ces leaders religieux entendent aussi déconstruire les stéréotypes qui pèsent sur le monde musulman et promouvoir un discours religieux apaisé. Ousmane Chérif Madan Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Aujourd'hui, l'islam fait face à des attaques. Face à ces accusations, l'enjeu est de préserver l'essence et les valeurs de la religion musulmane. Docteur Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. La phrase détruit plus que la bombe atomique. C'est pourquoi vous êtes sur un terrain où vous devez être engagé à prêcher de la bonne manière, à donner les discours contraires de ce que d'autres camps donnent dans le cadre de l'extrémisme violent et le terrorisme. Vous avez été formé pour que vous soyez positif. Au-delà de la formation religieuse, ces imams ont également bénéficié de formations pratiques en agriculture, informatique et couture. Cela afin de renforcer leur autonomie économique et leur contribution au développement local. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de diplômes et de distinctions honorifiques au président de la transition, au Premier ministre, au ministre des Affaires religieuses et au directeur de l'Institut Mohamed VI de Rabat. Cérémonie de présentation au drapeau de 874 recrues du contingent 2023, deuxième vague à Markala dans la région de Ségou. L'événement consacre la fin de 6 mois de formation commune de base pour ces soldats.
La cérémonie était présidée par le commandant de la zone de défense numéro 2, colonel Moussa Ongoïba. Le reportage de la DIRPA avec la voix de Ramata Konaté du bureau ORTM Ségou. Grossir les rangs de l'armée malienne pour mieux faire face aux défis sécuritaires. Ainsi arrivent 874 recrues du contingent 2023, deuxième vague, pétris de valeurs et d'attitudes militaires. Cela après 6 mois de formation commune de base à Markala. Ces soldats présentés au drapeau national sont composés de 729 éléments de l'armée de terre, 41 de la garde nationale, 10 de la DIRPA, direction des informations et des relations publiques des armées, 8 de la direction centrale des services de santé des armées, 86 de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Lieutenant-colonel Alousseni Ousmane Maïga, directeur du centre de Markala. Le programme élaboré par la hiérarchie militaire a été exécuté à 100%. Ces programmes concernaient entre autres la préparation physique et morale, l'instruction militaire tactique et technique et enfin la culture générale. Aujourd'hui, vous avez en face de vous des éléments aptes et très bien formés, donc opérationnels. Un résultat obtenu grâce au dévouement et au professionnalisme de l'encadrement. Colonel Moussa Ongoïba, commandant de la région militaire numéro 2. Nous attendons de vous que 2 choses. La première chose, rien qu'exécuter les autres. Oui, caporal, non, sergent. Vous êtes des soldats de guerre. Il n'y a pas à réfléchir. Vous avez choisi le métier d'armes. Et si vous choisissez le métier d'armes, il n'y a rien qu'à exécuter son devoir. Dans le devoir, il n'y a pas d'autre chose qu'à faire, ce qu'on vous demande de faire. La hiérarchie militaire et le public ont pu apprécier le savoir-faire des recrues, le défilé militaire. Un défilé militaire au pas cadencé, comme pour dire qu'ensemble, on est plus fort et on va plus loin. Ségou Ramata Konaté et Cheikh Tangara pour l'ORTM. Actualité hors du Mali. En Guinée, la Cour suprême confirme la victoire de Mamadi Doumbouya à la présidentielle du 28 décembre 2025. Il est élu dès le premier tour avec 86,72%. Bonjour Bourama Traoré. Bonjour Fambrou Djourté. Alors avec la publication des résultats définitifs, l'élection présidentielle se referme en Guinée, n'est-ce pas? Et tout à fait, Fambrou Djourté. Cette transition avait débuté le 5 septembre 2021 après un coup d'État contre l'ex-président Alpha Condé. Plus de 4 ans après, une nouvelle page s'ouvre en Guinée, celle de la légalité constitutionnelle, avec l'élection de Mamadi Doumbouya à la tête du pays avec près de 87%. Élection confirmée hier par la Cour suprême au cours d'une séance solennelle. Dans sa première adresse à la nation après la proclamation officielle des résultats, le président élu a appelé ses compatriotes à se rassembler pour bâtir une Guinée de souveraineté politique et économique, de paix et de prospérité partagée. Pour lui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, il n'y a qu'une seule Guinée unie et indivisible. Et de rendre hommage au peuple de Guinée qui a fait preuve de maturité, de calme et de dignité. Cette victoire de Mamadi Doumbouya a été saluée par le candidat malheureux Ibrahima Abbé Sila. Le porte-étendard de la nouvelle génération pour la République a félicité les vainqueurs et appelé les Guinéens à s'unir et à suivre un programme de développement socio-économique pour le pays. Même tonalité du côté de Ousmane Sidibé, membre du bureau politique du Rassemblement des Guinéens pour la prospérité. À l'en croire, dans cette élection, c'est la Guinée qui a gagné. Il salue la dynamique de la démocratie et l'esprit républicain que les 9 candidats ont observé au cours du scrutin. À l'international, le président français Emmanuel Macron a appelé hier dimanche Mamadi Doumbouya pour les féliciter et a salué ce qu'il appelle une étape décisive franchie vers l'achèvement de la transition en Guinée. Comme les dirigeants français, le président chinois Xi Jinping a également félicité Mamadi Doumbouya et s'est dit prêt à travailler avec lui pour approfondir le partenariat stratégique global de coopération afin d'apporter une contribution accrue à l'amélioration du bien-être des 2 peuples. Par ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine appelle à la levée des sanctions contre la Guinée. Après la présidentielle, les regards sont désormais tournés vers les élections législatives et communales. Un autre défi que le pays de Sékou Touré entend relever pour tourner définitivement la page de la transition. Fambouri Djourté. Merci Brahma pour ces précisions. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro et son épouse doivent comparaître ce lundi devant un tribunal fédéral américain, 2 jours après leur enlèvement par les forces américaines. Si les États-Unis tendent la main aux officiels de Caracas, prêts à entamer une transition, la pression judiciaire reste maximale sur le président déchu. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Fambrou Djourté. Vous suivez ce dossier pour la rédaction. Concrètement, de quoi Nicolas Maduro est-il accusé?
Dureté, c'est un tournant historique qui se joue ce lundi au tribunal fédéral de Manhattan. Nicolas Maduro, l'homme qui a tenu les rênes du Venezuela pendant plus d'une décennie, s'apprête à faire face à la justice américaine. L'acte d'accusation, lourd de plusieurs dizaines de pages, repose sur 3 piliers principaux. L'inculpation la plus grave est la suivante. Washington accuse Nicolas Maduro d'avoir dirigé le cartel des Soleils, une organisation composée de hauts gradés de l'armée vénézuélienne. Selon les procureurs, Maduro ne se serait pas contenté de fermer les yeux sur le trafic, mais aurait activement coordonné l'envoi de centaines de tonnes de cocaïne vers les États-Unis en collaboration étroite avec des groupes armés tels que les dissidents de la guérilla colombienne des FARC. La justice américaine affirme que le président déchu a transformé les institutions de l'État vénézuélien en un vaste système de pillage. Il est accusé d'avoir détourné des milliards de dollars issus de la compagnie pétrolière nationale pour enrichir son cercle proche et s'assurer la loyauté de l'armée tout en utilisant le système financier international pour blanchir ses fonds. Pour soutenir ses activités de narcotrafic, l'acte d'accusation mentionne l'utilisation d'armes de guerre et de dispositifs destructeurs. Les États-Unis soutiennent que Maduro a armé ses milices et les cartels pour protéger les routes de la drogue et réprimer toute opposition interne. Ce lundi, le magistrat doit officiellement lui signifier ses charges pour Nicolas Maduro, qui a toujours qualifié ces accusations de complot impérialiste. La réalité est désormais celle d'un box des accusés. S'il est reconnu coupable de narcoterroriste, il risque une peine de prison à perpétuité. Pendant ce temps, à Caracas, le climat est électrique. Alors que l'armée reste en alerte, les diplomates tentent de négocier une transition pour éviter que le pays ne bascule dans le chaos total. Plusieurs pays rejettent toute tentative de contrôle sur le Venezuela. Oui, tout à fait. 6 gouvernements, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique, l'Uruguay et l'Espagne ont publié hier un communiqué commun rejetant toute tentative de contrôle sur le Venezuela. Par la voix de la diplomatie colombienne, ils ont exprimé leur vive inquiétude face à d'éventuelles mesures d'administration ou d'appropriation externe des ressources naturelles du pays. Cette prise de position survient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit débattre ce lundi de la légalité de l'arrestation de Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines. Si la Russie et la Chine dénoncent une violation flagrante du droit international, les alliés traditionnels de Washington observent une réserve prudente. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a néanmoins averti que cette opération créait un dangereux précédent. Malgré ces critiques, Famurou Djurté et les doutes d'experts juridiques, les États-Unis disposent de leur droit de veto pour bloquer toute résolution contraignante à leur égard. Merci beaucoup Mohamed Sangaré. En Guinée équatoriale, la Ciudad de La Paz est officiellement devenue la nouvelle capitale à la suite de la publication d'un décret présidentiel samedi dernier. Selon les autorités, l'abandon de la capitale historique située sur une île doit permettre de désengorger Malabo grâce à un rééquilibrage du développement du territoire national et à une meilleure répartition des services publics. Le décret présidentiel qui a acté son nouveau statut y prévoit le transfert des services publics dans un délai d'1 an. Au Cameroun, le syndicat national des enseignants du supérieur SINES entame aujourd'hui une grève de 10 jours. Selon le professeur Jeannette Fosso, secrétaire général du syndicat national, c'est le non-paiement de la dette académique cumulée sur la période 2021-2022, une dette qui porte sur les heures supplémentaires des jurys de master et de doctorat, les vacations et les expertises dues aux enseignants. Ces revendications ne sont pas nouvelles et le syndicat dit avoir reçu des promesses à plusieurs reprises de la part du gouvernement en 2024 et 2025, mais qui n'ont abouti à rien.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités dénoncent la présence de l'armée rwandaise aux côtés des rebelles de l'AFC M23. Les forces armées congolaises ont présenté à la presse 15 soldats rwandais liés à la rébellion, arrêtés sur différentes lignes de front. Le groupe comprend également des civils de nationalité étrangère. Malgré des initiatives diplomatiques engagées par les États-Unis et de la signature récente d'accords censés ouvrir la voie à une désescalade, les armes continuent de parler autour de la ville stratégique du Vira. Et pour terminer au Nigeria, le bilan de l'attaque perpétrée sur le marché Kashuandaï s'alourdit. Le nombre de morts s'élève désormais à 50 et plusieurs personnes enlevées selon des sources locales. Des funérailles collectives ont été organisées pour les victimes tandis que les blessés ont été transportés vers les hôpitaux voisins pour y être soignés. Le président nigérian Bola Tinubu a condamné l'attaque et a déclaré avoir ordonné aux forces de sécurité de traquer les assaillants et de libérer les otages. Retour au Mali, à Tombouctou et Goundam, le haré, le kolo et le tambour font vibrer l'âme des cérémonies. Jalousement préservés par les communautés, ces instruments de percussion continuent de rythmer mariage, accueil populaire et mobilisation collective, défiant le temps et la modernisation pour transmettre l'identité culturelle de la région. Reportage Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly. Le haré, le kolo et le tambour. Voilà 3 instruments de musique traditionnelle que l'on retrouve particulièrement au Mali, dans la région de Tombouctou. Tous les 3 sont de la famille des instruments de musique à percussion. Le haré, par exemple, constitué de 2 bases couvertes de peaux d'animaux, se joue à l'aide d'un bâtonnet, à la différence du kolo, qui est un petit canari couvert de peau avec une seule base, résonnant à l'aide d'un bâtonnet. Amadou Oumar Sango, président du réseau des communicateurs traditionnels de Goundam. Le premier, c'est-à-dire le tam-tam ou encore que nous appelons haré, c'est un instrument en réalité pour appeler au rassemblement. Les premiers chefs traditionnels qui ont existé ont utilisé tous les moyens et c'est grâce au tam-tam, au haré, qu'on joue souvent avec des personnalités bien précises parce que c'est nos griots, ils sont les seuls autorisés à jouer ce haré. Amadou Assouman Mahamoudou, patriarche des hommes de caste ou encore président d'honneur, connaît l'anecdote qui a conduit au nom haré. L'origine du nom haré remonte aux préparatifs de l'arrivée d'une délégation à Goundam. À l'époque de nos aïeux, le chef de canton avait alors instruit la population de réserver un accueil chaleureux aux hôtes, ce qui se disait en Soray ou Horé. Une fois l'accueil terminé, le terme Horé est resté attaché à l'instrument et a subi une légère déformation linguistique pour devenir haré. Le haré est transmis à Goundam de père en fils. Il est comme un héritage familial. Abdraman Sekou, héritier de haré. Lorsqu'un natif de Goundam travaille, la seule chose capable de le motiver est le son du haré. Le haré est joué lors de tous les événements sociaux. Quant au tambour traditionnel et le kolo, on les retrouve aussi à Tombouctou. Mais c'est surtout des femmes qui conservent leur pratique à des occasions bien particulières. Bilal Mahaman, traditionnaliste. Toubal, comme vous l'appelez, tambour et kolo, chaque instrument a un rôle essentiel à jouer dans la musique traditionnelle de Tombouctou. Toubal, quand on tape, ça donne toute la valeur, toute la reconnaissance culturelle et artistique de la ville de Tombouctou parce que ça fait partie de la vie des Tombouctiens. C'est des instruments particuliers qu'on ne retrouve que dans le milieu tombouctien et qu'on partage peut-être avec certains milieux sahéliens, mais qui ont des sonorités mystiques. À Tombouctou, par exemple, quelques associations œuvrent dans la sauvegarde des danses traditionnelles, dont Bilal Mahaman est lui-même membre. Vous avez constaté que ceux qui jouent ces instruments traditionnels sont pratiquement en train de partir sans préparer la relève. Donc c'était une façon d'abord de préparer la nouvelle génération à s'initier, à jouer ces instruments traditionnels pour que ces instruments ne disparaissent pas à Tombouctou. Deuxième des choses, attirer également les jeunes vraiment à s'intéresser à ces instruments traditionnels qui sont en train de disparaître et laisser place à d'autres instruments venus de d'autres localités qui sont en train de dominer notre musique traditionnelle, à savoir l'utilisation des djembés.
Le djembé n'est pas des instruments traditionnels de notre localité, mais puisqu'avec la modernisation et la facilité de la confection qui nous viennent d'autres localités, les jeunes utilisent de plus en plus ces instruments. Amadou Marsango, président du réseau des communicateurs traditionnels de Gundam. Nous avons aussi besoin, en tout cas, de montrer ce que nous sommes. Gundam a une valeur culturelle historique, une culture immense, à travers, n'est-ce pas, des danses, beaucoup en tout cas de réjouissances qui ont besoin d'être expliquées ou montrées à la face du monde entier. Gundam est une ancienne ville et qui a besoin aussi d'être en tout cas reconnue par ces nouvelles populations. Cette nouvelle jeunesse a besoin de savoir d'où est-ce qu'elle sort et quelles sont vraiment ses origines et ses grandes valeurs d'antan. Ces instruments ont une place prépondérante dans la vie des communautés dans la région. Ils sont comme un ciment qui consolide leurs liens, et cela malgré la modernisation. Tombouctou Najim Baba Sissé pour l'ORTN. La page sport, c'est avec Fotiki Tungara qui m'a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotiki. Bonjour Famr Djourté, bonjour à tous. Cannes Maroc 2025, les huitièmes de finale se poursuivent ce lundi. Oui, avec notamment 2 rencontres au programme à 16h. L'Égypte jouera contre le Bénin et non Algérie-RDC comme je l'avais précédemment annoncé. Alors, à 19h, le Nigeria affrontera le Mozambique. Un match qui pourront suivre à 19h les auditeurs et téléspectateurs sur la chaîne 2 et sur ORTM2. Hier, les pays hôtes, le Maroc et le Cameroun, ont décroché leur ticket pour les quarts de finale. En 8e de finale disputée, le Maroc a battu la Tanzanie par le score d'1-0. Le Cameroun a gagné contre l'Afrique du Sud par le score de 2-1. Les Lions de l'Atlas du Maroc et les Lions indomptables du Cameroun rejoignent ainsi en quart de finale les Lions de la Teranga du Sénégal et les Aigles du Mali qui s'affrontent d'ailleurs vendredi. Voilà justement le Mali qui s'est hissé en quart de finale au terme d'un match retentissant qui marque les esprits. Vainqueur de la Tunisie 3-2 au tir au but après une parité d'un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, malgré l'infériorité numérique des Aigles depuis la 26e minute de jeu avec l'expulsion du défenseur latéral Ouyo Koulibaly. Le Mali a su relever le défi, a su donc relever un défi incroyable. C'est là au bout d'un match mémorable, fortement riche en émotions pour les supporters et qui a donc profondément été marqué par la résistance et la résilience des Aigles. Ces derniers ont fait montre de détermination et d'abnégation malgré les vicissitudes du match et les intempéries du temps liées à une météo capricieuse. Ousmane Dao, l'un de nos envoyés spéciaux à la CAN, revient sur ces matchs mémorables avec en toile de fond la résilience des Aigles du Mali face aux Aigles de Carthage. Pour lui, plus qu'un simple résultat sportif, cette victoire des Aigles est l'expression d'une véritable résilience qui caractérise aujourd'hui le Mali à nouveau. Réduire ce Mali-Tunisie à un simple résultat serait une erreur. Dès le coup d'envoi, on sent que cette rencontre n'est pas comme les autres. Le vent souffle très fort accompagné de pluie. Et c'est sous cette météo peu favorable aux Sahéliens que nous sommes que le Mali fait bloc pour que rien ne passe. Décidément, cette équipe malienne à cette CAN 2025 est à l'image de la situation que le pays traverse depuis un certain temps, à savoir une équipe résiliente tel un ruseau qui plie mais ne rompt pas, à l'image du peuple malien capable de faire face à l'adversité, à l'hostilité des vents contraires. Une équipe unie avec un mental de fer comme le peuple dans sa diversité qui a fait front à la Tunisie malgré l'infériorité numérique. Ce Tunisie-Mali a été un match à scénario à faire perdre la tête aux supporters, aux joueurs et parfois même au football lui-même. Au Maroc, certes, en 4 rencontres, les Maliens ont déjà tout connu en termes d'émotions. Le bon, le moins bon, le meilleur, la frustration proche de l'élimination à la joie et le bonheur de se qualifier pour les quarts de finale. Ce sont ces émotions ressenties au Mali et hors du pays qui fortifient davantage la fibre patriotique autour des Aigles du Mali, unis pour le combat qu'ils mènent en terre marocaine afin que le drapeau vert, jaune, rouge du Mali flotte. Cependant, le combat pour le rayonnement du Mali footballistique n'est pas encore terminé. Il faut à nouveau partir à l'abordage des Lions de la Teranga du Sénégal avec la même cohésion, la même envie, la même solidarité, le même engagement pour continuer de rêver de ce sacre continental que tout le Mali attend. Et ce Mali sait que vous avez les moyens car unis et solidaires comme la devise « Un peuple, un but, une foi, tout est possible aux Maliens ».
Casablanca, Ousmane Ndaw, Isaac Chenou, Tayeb Adjaouyakoui, Oumar Kongota Traoré, Saïd Mohamed Lamine Diarra pour l'ORTM. Voilà, on espère tout simplement que les Aigles réussiront à poursuivre sur cette lancée et qu'ils vont rester dans cette dynamique jusqu'au soir du 18 janvier prochain, en ramenant les trophées dans notre pays pour la première fois, une première historique Famara Djourté. Inch'Allah. Et Sami Travelsi fait les frais de l'élimination de la Tunisie et le sélectionneur tunisien a été limogé par la Fédération tunisienne de football. Oui, éliminé de la CAN par le Mali après un huitième de finale disputé presque en intégralité à 11 contre 10. Le couperet est donc tombé pour l'encadrement technique des Aigles de Carthage au lendemain donc de leur sortie des routes continentales. La Fédération tunisienne de football a annoncé hier dimanche la fin de sa collaboration avec le sélectionneur Sami Travelsi et l'ensemble de son staff. Cette décision actée à l'amiable lors d'une réunion tenue à Rabat sanctionne l'élimination de la Tunisie par le Mali en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Arrivé sur le banc tunisien en février 2025 pour son deuxième mandat après le passage en 2011-2013, Travelsi avait qualifié les Aigles de Carthage à la Coupe du Monde à l'issue d'une phase de qualification presque parfaite, 9 victoires et 1 match nul en 10 matchs. Ce triste parcours donc pour le Maroc en CAN aura donc eu raison de lui et les privera certainement du tournoi mondial dans 6 mois. Du côté donc de l'Amérique du Nord, il quitte ainsi son poste avec un bilan de 18 rencontres dirigées. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui est que après les Gabonais Thierry Mouyouma et les Tunisiens Sami Travelsi, à qui le prochain tour? On le saura bien assez tôt. Championnat national de Ligue 1 professionnelle, la 7e journée s'est achevée hier. Oui, avec notamment la victoire de Lasco qui s'empare de la tête du classement. Dans l'ultime match de la 7e journée du championnat national de Ligue 1 Pro hier, l'association sportive de Krofina a battu l'AS Bakardian et Baravili par le score de 2-1. Le Djulba AC a battu le FC Malikouroua 2-1. Le Stade Malien de Bamako a dominé les 11 créateurs de Nyarla 1-0. Samedi, la Siral de Bamako a perdu contre Binga FC 1-0. L'Iswas a gagné contre Afé 2-0 en ouverture vendredi. Derby Academy et le FC Djera se sont séparés sur un score de parité 1 but partout. L'US Bougouba s'est incliné devant l'US Bougouni par le minimum d'1-0. Après cette journée disputée, le classement reste très serré en haut avec 6 équipes qui se retrouvent à égalité avec 14 points. Il s'agit notamment du leader Lasco, suivi de l'AS Siral, de l'Iswas de Binga FC, du Stade Malien de Bamako et du FC Djara. Le Djulba AC est au contact avec 13 points à une longueur de retard à la 7e place. Les 11 créateurs de Nyarela et le FC Malkouroua ferment la marche avec respectivement 2 et 1 point. Merci beaucoup Fotiki Tunkara. C'est sur cette page des sports que prend fin cette édition, la deuxième de Mali Actualité de ce 5 janvier 2026. Mise en onde Fousseni Sissoko, Abse Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Draman Sanogo, au micro Famara Djourté, coordination Brahma Traoré. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices et internautes de nous avoir suivis.